Aujourd'hui, discussion passionnante sur le monde de l'IA, l'intelligence artificielle, avec Guillaume, qui est un enseignant-chercheur en mathématiques devenu data scientist. Vous le connaissez peut-être pour sa chaîne YouTube de vulgarisation scientifique qu'il a cofondée et qu'il anime toujours, Science Trash. Aujourd'hui, on va discuter en profondeur de son parcours, de son expérience, notamment de son expérience avec les modèles de langage LLM RAG, que je ne connaissais pas non plus avant la discussion. On va dire ce que c'est, parce qu'il est vraiment au top de l'IA en termes de ce qui se fait pratiquement concrètement actuellement. Et on va parler notamment des outils qu'il utilise dessus, que ce soit Python, LangChain et aussi le concept de prompt engineering. Ce podcast, il va vous offrir une perspective unique sur le futur du machine learning, de l'intelligence artificielle et des LLM, ainsi que des conseils précieux pour des jeunes qui souhaitent se lancer dans ce domaine-là. Bref, un épisode incontournable pour comprendre l'IA d'un point de vue d'un mathématicien passionné et au top du domaine. Vous êtes sur le podcast Discussion d'ingénieurs. Bonne écoute à vous. Magistère de maths d'Orsay, Bien. ensuite agrég de mathématiques. Je suis devenu professeur au lycée. Professeur au lycée, j'ai passé une thèse en mathématiques. Thèse en mathématiques, professeur à l'université à Mons en Belgique. J'étais en postdoc à Mons pendant quelques temps, 3 ans. Et après 3 ans, je suis venu data scientist en France. Cette transition entre professeur et enseignant-chercheur un peu, c'est ça? Au final? Ouais, Oui. Cette ouais, transition entre enseignant-chercheur et data scientist, moi, ça me paraît assez fou, vu de l'extérieur. En ouais, plus, ça, c'est ce que tu as fait officiellement, mais tu as aussi fait pas mal d'autres choses. Pendant que tu étais enseignant-chercheur, donc tu as passé ton doctorat, tu as créé une, chaîne YouTube de vulgarisation scientifique et tu mmh, as aussi créé une entreprise, il y a quelques mois qui s'appelle Fractalium, on y reviendra ensuite. Mais avant d'entrer dans la discussion sur comment tu es passé justement de enseignant-chercheur à data scientist, est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet sur lequel tu bosses en ce moment pour qu'on puisse un peu se dire: «OK, il est data scientist, il a une spécialité un peu en IA, qu'est-ce qu'il fait en pratique?» C'est une question que beaucoup d'étudiants peuvent se poser. Je crois que tu m'avais parlé d'un chatbot sur lequel tu avais travaillé il y a quelques semaines, enfin ça peut être un exemple ou tu peux en prendre un autre. un exemple assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on a bien vu avec ChatGPT l'émergence de beaucoup de modèles, de justement voilà, de LLM, hein, donc on va dire du langage naturel en intelligence artificielle, où on essaye de générer du texte assez facilement et de manière pratique. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient bien exploiter, en tout cas, cette technologie au sein de leur quotidien, de leurs besoins, de leurs usages. Et pour ça, on a souvent, un truc assez simple, c'est de la donnée toujours à la base, de la donnée. C'est-à-dire que les entreprises, ils ont une masse de données assez extraordinaire. Imaginez assez simplement une entreprise qui a plein de documents, voilà, et ils ont besoin d'un chatbot qui peut répondre à des questions, à des requêtes par rapport à ces documents. Exemple simple, vous avez, une chaîne, je ne sais pas, une entreprise X qui vend des produits et il a une, masse de documentation sur chacun de ses produits et il aimerait bien donc générer un chatbot qui est capable de répondre à des requêtes faciles à partir de la documentation qu'ils ont recueillie sur tous leurs produits. C'est simple, ça peut servir pour le client. Le client pose une question, «Est-ce que vous aurez un produit qui répond à telle ou telle chose?» Bah, le chatbot peut répondre à partir de la documentation qu'il a et cetera. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle des LLM RAG. OK. D'accord, et les RAG, donc ce sont, vraiment les modèles, les voilà, les couramment utilisés aujourd'hui, j'ai envie de dire par les entreprises. Donc, parce qu'ils permettent justement de répondre à des requêtes, comme, ChatGPT en utilisant des documents. Donc les LLM RAG, c'est pour, tout simplement Retrieval Augmented Generation. Voilà, c'est, tout simplement de la génération augmentée, donc, qu'on effectue à partir de documents, sur des modèles LLM. Et mon travail dans l'un de mes projets que j'ai dans l'un des, parce que je le fais plusieurs fois ce projet, dans l'un des projets que j'effectue, c'est monter ce type de modèle pour beaucoup d'entreprises. Alors, comment ça se passe, monter ce type de modèle pour beaucoup d'entreprises? Ça se passe déjà en comprenant les documents qu'ils ont. Et D'accord? juste Quels avant que tu ailles sur comment est-ce que ça se passe en pratique, le ouais, client, c'est eux qui viennent vers vous avec ce type de demande? Par exemple, une grande marque de voiture dit: «Voilà, on a plusieurs modèles de voitures et on aimerait avoir ce type de chatbot pour les clients», ou, mmh. c'est toi qui vas voir une entreprise en proposant cette technologie parce que vous avez tu as peut-être créé quelque chose avec, enfin, dans l'équipe dans laquelle tu es, vous avez déjà travaillé sur ce type de choses et donc vous dites: «Bah, voilà, on l'a fait pour telle marque de voiture, on peut le refaire pour vous si vous le souhaitez». Ça va dans quel sens en général en pratique? Alors ça va dans les 2 sens que tu viens de donner, plus en pratique le deuxième. En effet, on a déjà fait, en fait, des modèles preuves. Donc à Quantmetry, on a ce qu'on appelle
c'est notre modèle, un peu, d'illustration. C'est le serviteur, si on veut, c'est donc un chatbot au service du client, au service des besoins et du client à partir de ces documents. C'est-à-dire qu'on a créé ce chatbot d'exemple qui nous resserre aujourd'hui pour montrer aux entreprises qu'on peut le monter chez eux, ce type de projet, de manière rapide, fonctionnelle, utile, de manière, voilà, assez simple et assez pratique. Ce type de produit-là qu'on a, à Quantmetry, on l'a fait. On l'a déjà fait donc chez différents clients et on espère, voilà, en tout cas, continuer à présenter ça à d'autres entreprises en leur disant que s'ils en ont, en tout cas, le besoin, on peut prouver son efficacité et cetera. Mais il y a quand même un mais dans tout ça, c'est qu'il faut que le modèle, en tout cas, ait, une utilité. On ne fait pas ça pour faire joli, voilà. Il faut vraiment qu'il y a aussi un retour sur investissement. C'est que si on monte un tel modèle d'intelligence artificielle, il faut qu'on arrive à voir qu'est-ce que le client va y gagner, réellement? Quel va être le retour sur l'investissement qu'ils vont faire à monter une telle technologie chez eux? Un exemple assez simple, si l'entreprise X monte un tel modèle, on aimerait bien quantifier justement ce qu'ils vont y gagner concrètement, derrière, en termes de temps certes, mais aussi en termes, voilà de peut-être d'argent, de gains et cetera et cetera. Bon. Un exemple simple, peut-être aussi, qui peut être, plus parlant, c'est si on a, un stock de produits qui est mis à jour constamment, est-ce que ce modèle arrivera, par exemple, à rapidement, s'adapter aux nouveaux produits qui vont rentrer pour répondre ou à des questions, de clients, de manière la plus rapidement possible? Et est-ce que ça va augmenter, du coup, aussi peut-être les ventes, des nouveaux produits? Ça peut être là-dessus, qu'on peut mesurer aussi des efficacités. Ça peut être aussi, sur d'autres choses comme, si cette fois on est sur un autre cas d'usage d'un client qui est plutôt en interne, c'est-à-dire cette fois c'est voilà, les employés peut-être de l'entreprise qui vont utiliser ce modèle pour essayer de préparer des réunions, pour essayer d'être plus efficaces, voilà, dans leurs tâches du quotidien. C'est quantifier le temps qu'ils vont gagner, tout simplement, aussi à réaliser ces tâches. Par exemple, préparer une réunion, ça peut prendre du temps, à partir des documents qu'on a sur un SharePoint. Est-ce que, le modèle peut préparer une réunion plus rapidement que ce qu'on aurait fait sans, tout simplement le modèle aussi? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé donc cet Alfred avec des, questions de base, avec des, si on veut, des illustrations de base qui permettent déjà au client de se projeter sur ce que ça peut faire et ensuite on va s'adapter plutôt aux besoins du client, voilà, en 2e temps, pour faire ce qu'on appelle donc bien sûr un POC, c'est-à-dire, voilà, un proof of concept, rapide, du produit et lui montrer dans son cas d'usage, dans son quotidien, comment en tout cas peut, répondre, à ses besoins. Et donc tu vas juste 2 choses, je vais revenir. Tu parlais de Quantmetry, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est l'entreprise pour laquelle tu travailles, qui est une filière, de Capgemini, si je ne m'abuse? Donc en effet, Quantmetry, hein, donc, est une filiale de Capgemini Invent. D'ailleurs, elle a changé de nom maintenant depuis 4 jours. Ça s'appelle maintenant Quantmetry X Invent. OK. Voilà. Quantmetry X-Invent, très bien. Et donc là, pour revenir sur ce travail, cette mission que tu fais en tant que data scientist pour eux, comme exemple de mission, pour ceux qui nous écoutent. Quand tu développes un proof of concept comme ça, un POC pour le client, que par exemple une entreprise qui veut retrouver des documents, comme tu as dit, sur certains produits, par exemple des voitures. En pratique, quel type d'outils vous utilisez? C'est-à-dire que vous avez cette black box, ce modèle comme, c'est une sorte de mini ChatGPT, mais version pour retrouver des documents et répondre à des questions spécifiques d'une entreprise. Est-ce que vous allez faire des choses aussi simples que juste prendre des documents de l'entreprise et les mettre, drag and drop, les mettre dans un folder qui sert de base? Ou est-ce qu'il y a toujours une partie quand même relativement où tu vas peut-être coder des choses? Ou est-ce qu'il s'agit de mettre des paramètres dans un modèle que tu vas comment est-ce que tu fais pour fine tuner tout ça, pour faire de l'apprentissage? Est-ce qu'on fait toujours des technologies de machine learning sur ce modèle raffiné lui-même ou enfin, comment ça se passe? Parce que là, tu me dis ça, moi je me dis: «Faire un POC, tu fais comment, quoi?» Justement, moi, je suis data scientist, mathématicien à la base, donc la première chose que moi je reviens, c'est comment fonctionne, d'abord un modèle LLM. Il faut bien comprendre que lorsqu'on envoie une requête, notre requête est donc souvent, donc j'utilise le mot vectorisé, c'est-à-dire qu'il y a un embedding, on transforme donc notre requête textuelle en donc liste de vecteurs qui va être envoyée ensuite dans le modèle LLM qui va traiter, ces vecteurs, grâce à un modèle d'attention et tout ça. Bon, je vais pas parler dans les détails, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt que ces vecteurs-là, nous, on va pouvoir aussi les placer dans ce qu'on appelle des vector stores. C'est-à-dire, nos documents
qui ont été traités, dans un SharePoint, eux, on peut les traiter aussi de manière vectorielle et regarder de manière vectorielle quels sont les vecteurs, tout simplement, qui sont les plus proches des vecteurs des documents pour savoir les documents qui vont nous intéresser. Donc scientifiquement, en fait, c'est juste, de comparer des vecteurs entre eux. Voilà, Ok. c'est vraiment ça par rapport aux vecteurs des documents. C'est pour ça que je parle, vraiment de vector store, de comparaison Mhm. vectorielle. Donc quand on doit monter un modèle LLM pour, tout simplement, un modèle LLM RAG, il faut comprendre que c'est pas juste utiliser des black box qui ont été pré-implémentés, c'est qu'on va devoir adapter tout simplement notre vector store, c'est-à-dire les documents qui ont été vectorisés, on va devoir l'adapter peut-être aux usages du client. Par exemple, imaginons on travaille pour une marque de parfumerie, le vocabulaire dans la marque de parfumerie est différent du vocabulaire dans la marque, je ne sais pas, de pneumatique. Bien sûr. Donc le vector store peut-être et les requêtes de réponse qui va devoir être générées ne va pas être le même que si on travaille pour une autre marque. Donc on va devoir modifier, par exemple, ce vector store-là. Il va falloir l'adapter, par exemple, au vocabulaire ou aux usages, donc des clients. Donc ça, c'est un travail vraiment, de data scientist très profond là que je suis en train de parler. Ça, c'est pas juste, manipuler des black box. Non, comment tu fais ça? Genre, c'est quel outil que tu vas utiliser justement pour manipuler ces vector stores? Ça va être, tu vas faire du code en Python sur quelque chose ou tu as des outils spécialisés de data scientist que tu utilises? Alors là, on est sur du code en Python pur, en utilisant, alors soit on est là, la mode est sur LangChain parce que ça manipule bien, justement les vecteurs store de Facebook, qui sont Face ou autres. Mais on peut utiliser, tout plein d'autres choses, hein. Là, c'est un exemple parmi d'autres. Mais, lorsqu'on va faire un POC, c'est, voilà, c'est l'une des questions qu'on va se poser, qu'on va peut-être pas résoudre pour le POC, hein, mais plutôt pour le MVP. Mais pour le POC, on y réfléchit. La deuxième chose aussi, c'est commencer à comprendre que, bah, en effet, il y a des documents, on va devoir y faire des requêtes et on va devoir les faire dans un contexte. Donc souvent, les requêtes qui vont être envoyées, ils vont pas être envoyées de manière pure, il va falloir rajouter un contexte aux requêtes. Donc avec LangChain, ce qui est bien, qui est un framework open source, on peut manipuler les prompts assez facilement en rajoutant du contexte. Et le contexte qu'on peut rajouter, par exemple, je vous donne un imaginez, vous êtes, je sais pas, Sanofi, je prends un exemple, on n'a pas travaillé pour eux, je prends un exemple Sanofi comme ça, ou une entreprise dans la Pharmaceutique? pharmacologie. Ils ont besoin d'une requête sur un médicament, bah, on va dire, voilà, voilà, on va dire au chatbot que c'est un spécialiste, dans la pharmacologie et dans le traitement des médicaments et dans, de l'expertise, moléculaire des médicaments. Voilà, on va lui mettre un contexte, en tout cas sur le champ d'action, il va devoir répondre et on va lui dire: «Nous souhaiterons que tu effectues nanani nana». Donc on va faire ce qu'on appelle du prompt engineering et assez long. C'est Alors la première. petite pause, si vous aimez ce podcast, que ça vous intéresse et que vous voulez soutenir mon travail, il y a une chose que je vous demande, ce serait de pouvoir mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast comme Spotify ou mettre un like sur YouTube. Ça a l'air de rien, mais c'est gratuit et ça aide énormément le podcast à se développer, à être connu par d'autres personnes et à gagner aussi en crédibilité pour que je puisse contacter des plus grosses entreprises et faire des belles collaborations. Voilà, merci beaucoup, bonne écoute, on reprend. Et vous Ouais. utilisez typiquement, enfin en parenthèse, parce que cette partie de rajouter du contexte, c'est un peu similaire, si on reprend l'exemple de ChatGPT qui est peut-être connu, plus familier des personnes qui nous écoutent. ChatGPT, donc OpenAI, a sorti récemment, il y a quelques mois, ce qui s'appelle des GPTs, qui sont des petits, langages modèles que l'on peut justement tuner avec ce contexte-là et c'est très, 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 très pratique. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet d'ailleurs, parce que, ça permet de rajouter ce contexte à toute requête qu'on ajoute. C'est un peu le même contexte, mais appliqué, enfin refait à la main pour un POC. Alors, il y a 2 choses qui est sorties même. Il y a donc en effet, il y a les GPTs qui sont en fait tout simplement exactement, ces GPT qui sont contextualisés à partir de contextes, justement de prompt engineering contextualisé, qui sont une première étape en effet, à ce qu'on fait. Il y a deuxièmement qu'ils ont sorti il y a très récemment, il y a 2-3 semaines exactement, c'est, Microsoft qui l'a sorti sur Azure. C'est, les GPT RAG justement. Les GPT RAG, c'est-à-dire, les GPT qui vont pouvoir traiter les documents sur des SharePoint. Donc, Ouais, c'était dans les bacs depuis très longtemps. Ils l'avaient déjà annoncé il y a au moins, enfin, il y a longtemps avec leur, copilote, je crois, ou, enfin, ce qu'ils voulaient faire, mais, je ne savais pas que c'était sorti pour de vrai, enfin, available. j'ai vu l'article blog, hier. Ouais, ouais. C'était, voilà. Allez, pas plus frais que sur le podcast, là, vous êtes au cœur des informations. OK et donc, non, c'est passionnant. Donc toi, tu vas faire du Python, utiliser ces, LangChain pour, travailler sur, enfin, rajouter du contexte
pour au moins faire cette première version pour le client, pour qu'il puisse voir: «Ah oui, ça marche, on peut faisons que la c'est une solution qui est vraiment développée, complète» et tu vas faire tout ce travail. Ça, c'est un exemple de mission que tu peux faire en tant que data scientist à Quantmetry. Alors ce prompt engineering, il faut pas croire, je l'ai montré, alors je l'ai utilisé la première fois sur ma chaîne YouTube en fait, hein, c'est pour ça que j'ai fait ça à la base. Moi je déteste, un peu ce modelage. Moi je suis plutôt dans le scientifique pur. Mais là, j'ai dû m'y intéresser parce que j'avais ce besoin en fait dans ma chaîne YouTube pour, justement, générer des shorts, hein. Donc c'est des vidéos de 1 minute sur YouTube, de manière très rapide pour ma chaîne, YouTube Science Trash. Donc on a dû, générer ce modèle-là rapidement et les prompts qu'on les le prompt engineering qui est effectué, c'est pas des petits prompts, hein, c'est des choses assez complexes, il faut pas croire, hein, c'est très technique. On cadre vraiment le modèle dans un couloir assez rigide pour pas qu'il dépasse, pour éviter qu'il hallucine. Par exemple, on lui demande d'utiliser uniquement les informations qu'on lui donne, on évite qu'il, voilà, on essaie de limiter un maximum l'hallucination. Alors, les problèmes d'hallucination, on en reparlera, hein, je pense que tout, data scientist qui est dans ce monde des LLM, sait à quel point c'est une horreur. Mais voilà, on essaye de cadrer un maximum le modèle. On essaye ensuite, là, moi, c'est le deuxième étape, de générer bien, l'aspect documentation et vector store, là-dessus. Donc ça, c'est la deuxième grosse étape et enfin la dernière étape, et c'est là, la plus-value un peu de ce qu'on fait, à Quantmetry et que moi je ne fais pas, dans ce que j'ai fait dans mes modèles LLM, en privé sur ma chaîne YouTube, c'est le monitoring aussi. C'est-à-dire que, ce qui peut être intéressant, c'est comment on peut monitorer un tel modèle. En effet, on peut envoyer par exemple un prompt simple. Imaginez, en effet qu'on est dans une entreprise X et qu'on envoie un prompt: «Quel est le prix du produit X?» Ben je connais la réponse. Oui. Voilà, je peux vérifier que mon modèle est capable de bien répondre à ce modèle, à ce type de questions et ça crée une chaîne de monitoring tout simplement. Ah, Donc c'est une sorte de c'est-à-dire c'est comme des tests unitaires en code, mais des tests de prompt que vous faites avec un monitoring des réponses pour vérifier qu'il hallucine pas. exactement, tout Ah, à c'est trop fait. cool. C'est ce qui permet de bien, contrôler par exemple, des hallucinations ou de vérifier que nos modèles sont performants. C'est voilà et ça c'est un exemple. Alors je vais pas tout révéler, dans nos secrets de fabrication, mais, on a des chaînes de monitoring un peu plus sophistiquées que ce que je viens de dire, qui nous permet en tout cas de bien, monter des modèles LLM robustes qui hallucinent le moins possible et qui répondent au mieux à des problématiques, clients. Aujourd'hui, j'ai monté même moi une petite start-up, une petite entreprise, enfin une start-up, c'est pas une start-up, hein, c'est une petite entreprise à côté. Parce que comme je suis dans la création de contenu, j'essaye, de répondre en tout cas avec des produits assez simples, des produits tout simples à des problématiques pour les créateurs de contenu sur YouTube avec des produits, tout simples. C'est ce que j'ai monté avec Fractalium, avec une petite entreprise. Voilà et ça fait ce type de choses. Enfin, on fait ce type de choses, mais de manière plus simpliste, juste pour la création de contenu. Pour des entreprises, en tout cas, qui sont dans un autre secteur et qui ont besoin de modèles LLM un peu plus sophistiqués, là, c'est Quantmetry qui, eux, propose un service d'accompagnement, justement, où on accompagne les entreprises à monter des LLM, RAG, mais de manière la plus performante, possible. Ouais. C'est un peu comme si, d'un point de vue, en vraiment une métaphore très simple, c'est, tu as, bidouillé, tu as créé un outil spécialisé pour ton utilisation à toi en perso, qui peut être utile à d'autres créateurs de contenu, via ton entreprise Fractal. Tu as je sais pas, un wrench, comment je sais plus comment on a dit ça en français, mais bref, un tournevis qui est hyper efficace pour un certain type de vis, parce que c'est utile à tous les créateurs de contenu. Alors qu'à côté, l'entreprise pour laquelle tu travailles et pour laquelle n'importe quel data scientist qui est dans ce type d'entreprise pourrait travailler, c'est OK, on a une grosse trousse à outils, on est spécialiste dans savoir quel outil utiliser, dans quel contexte, pour quelle entreprise. Et nous, par contre, on est capable de faire des outils spécialisés dans plein de domaines différents, pas seulement le tournevis. Mais on a aussi le tournevis s'il faut, même s'il faudrait travailler pour faire la même chose que ce que tu as fait toi dans ton temps perso. C'est ça, à la base, moi, c'était, en fait, c'est Antoine, un étudiant avec qui j'ai travaillé. Il est étudiant à l'IMT Atlantique, il a fini ses études, là, et il travaille sur la chaîne YouTube avec moi et c'est lui qui a poussé le truc parce que moi, je me suis dit: «Bon, il faut se lancer là-dedans parce que c'est pratique, c'est utile, c'est le futur». Alors je me suis lancé rapidement. Alors mais lui, il est allé à la tête la première. Il a vu en fait, moi, j'étais pas dans l'actualité encore des LLM RAG, lui, il était totalement dedans. Et c'est avec Antoine qu'on a lancé un peu tous ces produits de base, vraiment pour les créateurs de contenu et à la fin, en voyant, ce que ça permettait de faire,
Voyant tout ça, bah, dans mon entreprise, je me suis lancé là-dedans aussi et voilà, à la fin, j'ai plongé la tête la première, au point où aujourd'hui, on arrive à monter des POC pour des grosses entreprises en 2-3 semaines, voilà, en quelques semaines, en 2 semaines, il y a des POC tout prêts, de produits qu'on arrive à montrer à des entreprises, assez fonctionnels et de manière assez impressionnante, hein, donc Ça, c'est hyper rapide, même, pour rappeler donc POC, Proof of Concept, donc premier produit qui démontre l'intérêt, pour une entreprise. 2 semaines, c'est hyper rapide. Ça me permet de faire la transition, sur la question que je voulais te poser depuis le départ, et là, c'est bien qu'on ait vu cette expérience, mais tu es passé en data scientist donc à Pointe-Métrie maintenant, mais tu as commencé en tant qu'enseignant-chercheur avec un doctorat en mathématiques, donc tu as fait des maths très, très poussées. Hem, Comment est-ce que cette transition, elle arrive? Comment est-ce on passe de: «Je suis spécialiste en maths», justement, potentiellement dans la recherche, pas forcément j'ai vu ta thèse, donc c'est appliqué à la fin, mais tu as quand même une grosse partie qui est recherche fondamentale, où tu vas avancer dans les équations. Comment est-ce que tu as fait cette transition? Comment ça s'est passé pour toi? alors j'ai pas arrêté la recherche mathématique, je tiens à le D'accord, dire, je fais toujours mathématiques, je suis toujours chercheur rattaché même à un laboratoire. Parce que je suis passionné de recherche, voilà. Donc à la base, comment j'ai fait cette transition? C'est assez simple. Quand j'ai fait ma thèse de mathématiques, la thèse de mathématiques, bon, le nom est assez horrible, c'est de l'analyse multifractale pour les sommes aléatoires de pulse. Donc c'est pas très, ça fait un peu peur, donc c'est quelque chose qui est abstrait. Mais dans ma thèse en mathématiques, il faut savoir que le premier article que j'ai rédigé dans ma thèse, c'est, des probabilités et des statistiques. En effet, en fait, il faut imaginer qu'on a généré des boules aléatoires. Alors des boules aléatoires, si on veut, on va dire, des disques aléatoires, sur un plan, avec des rayons aléatoires, de dimensions aléatoires, enfin avec des contraintes et tout ça. Et en fait, nous, ce qu'on nous intéressait dans ma thèse, dans cet aléa-là, c'était d'étudier, en tout cas de manière abstraite, comment on pouvait recouvrir, cette liste aléatoire de boules que j'avais générée. Enfin, il y avait un aspect probabilité et statistique assez forte, en regardant les lois, en regardant ce qu'on fait, et cetera. Et à partir de là, j'ai généré donc, un premier article, une thèse sur l'analyse, de ces processus stochastiques, sur ces processus aléatoires. Et tout ça, ça a découlé sur, en tout cas, une utilisation des statistiques assez avancées. Parce que j'avais fait des statistiques en master, des statistiques un peu durant ma thèse avec des probabilités, et ça a avancé sur cette utilisation un peu avancée des statistiques. À un moment, j'allais dire: «Bah, ça peut être intéressant d'être prolongé après la thèse». Et en fait, après ma thèse, ce que j'ai fait, c'était plutôt du traitement du signal. J'ai fait, en fait, ce qu'on appelle de l'analyse, sur des séries temporelles et de l'analyse, pure, c'est-à-dire vraiment de l'analyse, Fourier, ondelette, théorie des ondelettes, et cetera. Et la théorie des ondelettes, il faut savoir que ça permet de faire plein de choses aussi en statistique, parce que les coefficients d'ondelettes peuvent être un outil statistique en elles-mêmes. Et à partir de là, je suis parti à Mons, j'ai enseigné les statistiques pendant 3 ans à l'université de Mons, en licence 3, en master aussi un peu, sur, aussi des applications en machine learning. Et à partir de là, je me suis aidé avec, je pense que beaucoup le connaissent, Guillaume Saint-Cyr, machine learner, qui est un très bon ami, qui m'a beaucoup appris justement sur ce domaine-là, l'intelligence artificielle. Il m'a beaucoup appris personnellement à me dire: «Bah, voilà, avec tout ce que tu sais, pourquoi tu ferais pas ci, ça, ça?» Bon, j'ai dit: j'ai regardé, j'ai fait des concours Kaggle dans mon coin et à la fin, ça m'a plu. Voilà, ça m'a plu de faire de l'intelligence artificielle et je me suis dit: «Bah, vu que c'est pas c'est des maths assez simples, pourquoi pas se lancer là-dedans?» Et voilà, fil en aiguille, je me suis lancé là-dedans en ralliant, justement ce domaine-là avec ce que je faisais en traitement du signal et en série temporelle avec, mes connaissances pour, justement, rallier les 2 et faire de la data science spécialisée en time series. OK, donc je comprends l'intérêt de ton côté. Comment tu te fais recruter par eux? Enfin, c'est toi qui vas les contacter? C'est par tes contacts de recherche où il y avait des collègues qui travaillaient là-bas aussi? Comment ça se fait cette interaction? Et je te pose la question parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me posent ce genre de questions en mode: «OK, j'aimerais faire de la recherche». Là, il y en a un avec qui je suis en contact qui est au Canada, Université de Montréal, qui va faire aussi une thèse. Mais il y a toujours la question de: «Bon, je sais pas trop ce que je vais faire ensuite et comment j'arrive à trouver un travail si c'est ça que je veux faire?» Comment ça s'est passé pour toi? Alors il y a 4 en fait, 4 points, qui ont permis, ce recrutement. Le premier point, c'est que quand on est en thèse, en sortie de thèse, en fait, grâce à on va dire grâce à je ne sais pas si on peut dire grâce, mais, le gouvernement a créé ce qu'on appelle le CIR, hein, le crédit impôt recherche, qui fait qu'un thésard en sortie de thèse, il vaut de l'argent, tout simplement. Donc, en effet, toute entreprise privée qui recrute, donc un jeune chercheur, en sortie de thèse,
bah, ils peuvent, voilà, demander ce qu'on appelle le CIR et retoucher, je crois que c'est de l'ordre d'entre 100 et 120 du salaire, qui est donné, aux chercheurs. Donc c'est une coquette somme, voilà, qui est touchée par l'entreprise une fois qu'il a recruté un jeune chercheur. Bon, après, il y a OK. une contrainte, hein. Il faut que ça soit dans la création d'un emploi. D'accord? Mmh. Deuxièmement, l'entreprise, bah, ils avaient quand même un manque sur les séries temporelles. Les quand même trouver un data scientist spécialisé dans les séries temporelles, il faut trouver, et spécialisé dans les séries dans l'analyse des séries temporelles par des méthodes analytiques comme moi, il faut encore aussi en trouver, il y en a pas forcément beaucoup et ensuite dans des méthodes qui sont assez innovantes et récentes. Les onglettes, c'est quand même un domaine qui peu connaissent, mais qui est assez innovant. Pourquoi? Parce que l'analyse par onglettes, c'est ce qui permet de faire de la détection multi-échelle, c'est-à-dire détecter à différentes échelles des comportements dans des signaux et ça, c'est très intéressant aujourd'hui parce que, par exemple, ça a permis la détection des ondes gravitationnelles. Ce qui est les ondes gravitationnelles, c'est si on veut, c'est l'onde qui est produit par la fusion de 2 trous noirs et détecter ce type d'onde, c'est pas facile et pour détecter ça, bah, il faut utiliser des méthodes en ondelettes. Donc ça a permis, dernièrement de faire ce type de révolution, ce qui a eu un il y a eu un prix Nobel de physique et un prix Abel de mathématiques là-dessus et un prix à l'Académie des sciences aussi, là-dessus, par mon directeur. Bon, il y a eu plein de prix. Donc Mmh. c'est quelque chose d'assez conséquent, les onglettes et récent, que Stéphane Mala aussi utilise, en IA d'ailleurs. C'est utilisé en IA, ce qui a été utilisé par les Scattering, Neuronal Network, par, Stéphane Mala avant les Convolutional, Neuronal Network, les CNN. OK. Donc c'est quelque chose, qui a déjà existé, qui a pris de l'ampleur. Donc j'étais dans une recherche donc en traitement du signal qui est assez, innovant et ça peut, voilà, permettre d'avoir un nouveau bagage utile aux entreprises parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui s'intéressent aux onglettes et qui en ont besoin dans leur cas d'usage. Donc Mais qui ont pas avoir forcément les quelque ressources, les personnes qui peuvent le faire et donc toi, tu avais un profil qui était recherché par ton domaine d'expertise, c'est ça? c'est ça. OK. Troisièmement aussi, c'est, bah, j'ai un ami qui travaille dans la boîte aussi, Ouais, un ouais. ami d'enfance qui y travaillait et ça, c'est le hasard. J'ai postulé à la boîte. Ouais. Je regarde, quand je fais les entretiens d'embauche, je reçois un mail, je dis: «C'est pas possible, mais je le connais, lui, c'est» je dis: «C'est un hasard, ils ont le même nom, le même prénom» et il m'appelle au téléphone, il me fait: «Bon, on a un problème, je peux pas faire passer ton entretien d'embauche. Il y a un conflit d'intérêt». Je fais: «Comment?» Je dis: «Mais c'est toi qui devais me le faire passer?» Il me dit: «Oui, oui» et moi je le savais pas en fait. J'ai postulé dans la boîte, mais je savais pas qu'il travaillait dans cette boîte-là spécifiquement. D'accord. Donc le hasard a fait les choses. Mais du coup, il y avait un ami à moi qui y travaillait et qui est une personne, voilà, qui m'a bien mis en confiance, en tout cas sur, l'intérêt que je pouvais y trouver et 4°, c'est quand même un cabinet de conseil. On est, dans un cabinet de conseil, il faut quand même, bon, savoir comment fonctionne un cabinet de conseil et avoir quand même, voilà, être proactif, avoir une certaine dynamique, en tout cas dans ce qu'on fait. Ce que j'avais, sur le moment, mais aussi avoir, une spécificité. Le fait quand même que j'ai un bon réseau au niveau, je pense des réseaux sociaux, sur les créations de contenus scientifiques. Ça peut aussi déboucher à avoir, en tout cas, la possibilité de travailler avec des gens qu'on n'aurait pas forcément la possibilité, avant. Donc travailler avec, par exemple, des gens qui sont dans la création de contenu, c'est quelque chose qui peut être possible, voilà, avec ce que je fais aujourd'hui. C'est quelque chose qui avait été mentionné ça sur, pendant les entretiens par exemple, le fait que ça soit une source potentielle de mission ou c'est plutôt quelque chose qui a été relevé ensuite, enfin, une fois que c'était dans le job? Non, c'est plutôt une fois c'est allier l'utile à l'agréable. C'est que, bah, il est utile, il est agréable que je travaille, à côté sur une chaîne YouTube, Mmh. voilà et que j'ai un pied dans le secteur, en tout cas de la création de contenu. Et il peut être agréable, du coup, vu il y a cette utilité-là, il peut être utile, pardon, du coup, vu que c'est agréable de travailler dans ce milieu-là, il peut être utile que, je mette en contact les 2 pour essayer de gé voilà, d'allier l'utile, en tout cas l'utile à l'agréable, pour, voilà, Et tu avais pour l'en postulé, à ce cabinet spécifiquement? Parce que vu que tu savais pas qui était ton ami là-base, j'imagine que tu as postulé à plusieurs cabinets ou à plusieurs entreprises ou à une seule qui t'intéressait vraiment? Comment c'était quoi les recherches, je déteste, en général, je n'aime pas, trop les entreprises, pour plusieurs raisons. J'ai ciblé spécifiquement celle-ci, en Ah fait, ouais? et ouais, ouais, Ah OK, vraiment. donc une En fait entreprise, les entretiens et enfin c'est passé facilement au final? Tu as eu un seul entretien ou c'est quand même un processus relativement lourd parce qu'à ce niveau de 5. ouais. Waouh!
J'ai passé pas mal d'entretiens. C'était long, très, très long. Ça a mis combien de temps au total? Genre 3 mois, un truc comme ça ou? Ouais, bah, ouais, ça a mis 3 Waouh! mois, c'est ça. Mais Ouais, à la OK. base, ça devait être rapide. C'est juste que j'ai un peu très je en fait, j'ai attrapé la grippe entre-temps. Il y avait les vacances à un moment, c'était mal agencé. Ouais. Surtout, c'est pas de leur faute et surtout, il y a eu 2 premiers entretiens parce que, bah, comme justement, il y avait, l'entretien qui devait se faire avec, mon ami, bah, a dû être annulé, ils ont dû trouver quelqu'un d'autre. J'ai dû refaire un entretien avec la RH à un moment pour faire le point vu qu'on s'est coupé un moment. Donc bon, ça a mis du temps, mais c'est bien agencé. C'était plus ma faute qu'autre chose. Non, C'est non, mais eu, je c'était comprends, ça arrive, mais ça montre aussi la réalité que c'est pas toujours, comme ça et que c'est pas grave, ça prend 1 ou 2 mois, ça peut quand même se faire derrière tant qu'il y a le contact qui reste et qu'on fait les efforts qu'il faut pour que ça marche. Mais, je veux dire, raconter la réalité, c'est que moi, j'avais postulé à eux spécifiquement parce que c'était eux que je voulais spécifiquement. Parce que moi, je voulais en fait, les cabinets de conseil, je suis un peu réticent sur pas mal de points. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans des cabinets de conseil et les cabinets de conseil, c'est pas forcément un univers où ça se passe, super bien. C'est un univers où ça peut être très stressant, très oppressant, où il y a des cabinets de conseil qui ne prennent pas vraiment en considération aussi, bah, l'aspect, l'intérêt qu'on peut avoir pour la recherche, pour approfondir des sujets. Donc il faut faire attention à ça. Donc je suis très méfiant sur, les cabinets de conseil malgré tout et Quantmetry, une des spécificités qu'ils ont, c'est qu'ils sont vraiment sûrs à s'attacher à ce que, en tout cas leurs employés, soient dans un bien-être au quotidien. C'est-à-dire ils font attention qu'au quotidien, on n'est pas voilà, on allie bien notre vie privée et professionnelle, qu'on soit dans un confort de travail qui soit quand même agréable et qu'on puisse aussi avoir une diversité dans nos activités, que ça soit dans la recherche ou, notre travail de consultant. Donc c'est pour ça que j'avais ciblé vraiment spécifiquement, Quantmetry par rapport à ces différentes exigences que j'avais et quand j'avais postulé, je n'avais pas d'espoir en plus, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit: «Bah, s'ils me prennent, tant mieux, s'ils me prennent pas, pas grave, d'autres me prendront en fait parce que j'avais le temps. Voilà, j'étais en poste à l'université de Mons. Je vais pas vous cacher, j'étais en Belgique, j'étais très bien là-bas, je ne souffrais pas. Les Belges, sont super, en plus j'étais sur un super poste là-bas. Donc je n'avais aucune souffrance, c'était vraiment un bonus si j'avais le poste et c'est le bonus, je l'ai eu. Donc c'est une très bonne surprise et aujourd'hui, je travaille avec des collègues extraordinaires, donc franchement un peu alors là, c'était un peu la surprise, je le cache pas, j'étais un peu sur le cul quand je suis arrivé là-bas parce que c'est la qualité des collègues qu'il y a dans dans cette entreprise. C'est des gens extraordinaires d'une intelligence, incroyable et c'est des vrais véritables, pas juste experts de leur domaine, ils vont un peu plus loin. C'est des personnes qui ont la finesse d'approche, scientifique, de la data science et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que quand on fait de la data science, il faut pas y aller de manière un peu bourrin comme je vois chez beaucoup de mes collègues qui travaillent dans des entreprises. Eux, ils ont une bonne approche des choses et ça, j'apprécie énormément. Je trouve vraiment je suis bien tombé en fait, donc Non, mais c'est top de voir que tu es bien tombé, mais être avec des collègues qui sont aussi, bah, bons et passionnés par ce qu'ils font et toi être passionné par le domaine aussi, comment tu fais pour gérer ton temps avec ce travail et à côté de ça, tu as quand même, bah, tu travailles sur la chaîne YouTube, tu as créé ton entreprise. Co Comment tu gères ton temps? Tu as des conseils à donner là-dessus? Toi, tu as des petits secrets d'organisation? Moi, je suis psychorigide sur l'organisation, mais vraiment psychorigide. Alors même, je suis quelqu'un de ponctuel, je pense que tu as remarqué, 8 heures pile, je suis là. Je n'aime pas le retard, c'est parce que le temps pour moi, c'est dur à dire, mais le temps, c'est super important. D'accord? Je ne peux pas être en retard, je ne peux pas, quand on dépasse une réunion, je râle un peu parce que, bah, après j'ai une autre réunion souvent, j'ai d'autres choses à faire à côté. Donc c'est l'organisation mon secret. Donc vraiment il y a que ça. Gérer ma chaîne YouTube, bah, je sais que ça va être le soir, ça va me prendre entre 1 ou 2 heures, entre 18 heures et 20 heures par exemple ou entre 20 heures et 22 heures ou et cetera. Gérer mon entreprise aussi, gérer mon association parce que je gère aussi une association avec des collègues qui s'appelle Animat. Ça prend aussi du temps. Donc, tout ça, c'est planifié le soir. Si on regarde, en fait, après 18 h 18 h 30 j'ai souvent un bloc bleu dans mon planning. Le bleu, ça signifie toutes les tâches que j'ai à faire après mes journées de travail. Donc, Ah, oui, on continue. non, mais je comprends l'histoire du bloc. Moi, c'est avant le travail, je me lève, des fois, ça m'arrive de me lever, régulièrement vers 6 heures du matin pour, en fait, faire le bloc de travail avant, parce que je préfère l'avoir fait avant de commencer mon vrai travail, histoire de je trouve pour moi, c'est mieux, voilà. J'aime pas me lever tôt, mais j'ai dû changer avec YouTube.
J'ai changé mes habitudes. Non, je comprends. OK, dernière question, juste sur, le futur dans tout ce qui est LLM et data scientist et cetera. C'est des mots qui sont très à la mode en ce moment. Nous, on enfin, toi, tu travailles dedans, moi, je travaille un peu dans la data, à un moindre niveau, hein, pas sur les LLM eux-mêmes, mais dans la data quand même. Donc je vois tout le futur qu'il y a, mais j'ai aussi pas mal de questions de: est-ce que ça va fade? Est-ce que c'est fait pour, déprécier, qu'il y aura plus de boulot dans 5 ans? Est-ce que tu vois toi, le domaine, monter? Alors perso, je pense qu'il y a énormément de travail dedans, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, qui est à l'intérieur vraiment et qui voit, la recherche et donc un peu tu es un peu en avance de phase par rapport à d'autres personnes, sur ça? Tu en penses quoi? Alors là, il y a une chose que justement mon entreprise m'a beaucoup appris là-dessus, c'est quand même qu'il faut pas penser à l'idée du grand remplacement par l'IA, il faut arrêter, c'est c'est une théorie, d'accord? Dans les faits, on a toujours besoin de personnes, de toute façon, de un, bon certes pour les développer, mais surtout aussi pour personne pour les manipuler, malgré tous ces modèles d'IA. Donc, il y aura certes une adaptation plutôt des métiers. Quand on a connu, l'ère, tout simplement des traitements, voilà, des ordinateurs avec les traitements de texte, les tableurs et cetera, est-ce qu'on a viré tout le monde? Non, on a demandé aux gens de se former plutôt. Par exemple, à des, gens qui étaient, plutôt dans le secrétariat comme ma mère, plutôt de s'adapter et d'apprendre à utiliser justement un pack office, à apprendre à utiliser un tableur, apprendre à faire un postage, apprendre à envoyer des mails correctement avec un on les a formés, tout simplement. Donc il va falloir plutôt former les gens à utiliser des nouveaux outils plutôt que, remplacer, des personnes, premièrement. Deuxièmement, bah, il y a quand même des métiers, ça c'est assez triste, des métiers qui vont être malgré tout un peu remplacés, ça c'est inévitable, mais ces métiers-là vont être remplacés par d'autres métiers. Alors ça qui est un peu inquiétant par contre, c'est des personnes qui sont plutôt, âgées, qui vont avoir du mal à s'adapter à ces nouvelles technologies, qui eux risquent en effet d'en pâtir un peu plus. Là, il y a un véritable risque en effet. Donc c'est il y a certains secteurs en tout cas et certaines catégories d'âge qui risquent d'être plus touchés que d'autres, sur ces nouvelles technologies. Mais aujourd'hui, l'Europe, comme vous l'avez vu, il y a l'AI Act qui est passé en phase de trilogue et a été validé par l'Union européenne, qui va bientôt être voté. Alors tout le monde dit que ça a été voté, il faut faire attention, hein. C'est juste que la phase de trilogue, ils ont trouvé un accord à la phase de C'est trilogue. quoi ce truc? Alors je suis désolé, je suis en Australie, donc des fois, il y a des nouvelles comme ça sur l'Europe que je passe totalement. C'est quoi le en très, très en une phrase ou en 2 phrases? L'AI Act, ce sont l'ensemble des textes qui va régulariser l'utilisation des intelligences artificielles au sein de l'Union européenne. OK, genre par exemple sur le fait qu'on n'a pas le droit d'utiliser des bases de données qui sont, genre de scraper plein de trucs. OK, d'accord. Ça et par exemple aussi référencer tous les IA, on va devoir, donc référencer les intelligences artificielles à risque, tout simplement, Ah au sein oui! de D'accord, OK, non, on a un framework en Australie, que j'ai étudié qui dit des choses similaires, donc je vois à peu près de quoi on parle. OK. exactement, il y a la même chose en Chine, aux États-Unis, donc c'est à peu près similaire. Donc là, c'est la phase de création qui a été effectuée durant les 2 précédentes années. Là, on est passé à la phase où ça est en train d'être voté à l'Union européenne et ça va être voté prochainement sûrement, je ne sais pas, on va voir l'actualité. En fait, une fois que ça sera voté, vu que la phase de trilogue est passée, le plus dur est passé, normalement c'est juste, maintenant c'est fait. Ça va quand même, imposer à beaucoup d'entreprises à adopter une approche davantage IA de confiance, c'est-à-dire avoir des intelligences artificielles qui soient robustes, qui répondent à des contraintes de conformité, de contrôle de risque, de contrôle de dérive, de vraiment avoir des données aussi qui soient bien sécurisées et cetera. Enfin, plein de contraintes sur les IA, pour avoir des IA robustes et de confiance pour justement, répondre à ces, conformités, que vont imposer, l'Union européenne, et aussi, par rapport à voilà, si c'est une IA à risque, à la réglementation qui doit être, en vigueur par rapport, à ce que va imposer l'Union européenne. Ensuite, il y a en plus de ça, il y aura sûrement Donc ce tout peut-être, tout ça, ça veut dire qu'il faudra, avoir des personnes qui travaillent pour que ça fasse ça et donc il va y avoir plein de jobs, enfin plein de jobs potentiels à ce niveau-là. exactement et en plus, il y aura sûrement aussi des réglementations, n voilà, au sein national qui vont aussi peut-être restreindre encore les choses, hein. On verra. OK. Bah, écoute, je propose juste, si tu veux faire un mot de la fin, si tu as un conseil pour un étudiant qui nous écoute, qui aimerait se lancer là-dedans ou qui hésite à continuer, qu'est-ce que tu dirais à un jeune, au toi d'il y a 10 ans? Ouais, non, mais je travaille avec plein de jeunes parce que comme j'étais enseignant, j'ai vu mes anciens Ah oui, c'est vrai. étudiants partir un peu à droite à gauche. Donc, je dis surtout faites attention, il y a plein de choses qui se font dans l'IA, c'est bien, c'est joli. Moi, je vois des gens faire des choses, de l'IA quantique, des choses, enfin bon,
en vrac. Je ne sais pas de quoi il me parle des fois, mais centrez-vous sur les besoins plutôt parce que, ça sert à rien de partir un peu à droite à gauche. Il y a les besoins qui sont au centre de tout. Les besoins, la recherche va dans tous les sens aussi. Il faut aller regarder plutôt dans les domaines qui sont intéressants aussi dans la recherche et qui sont davantage, exploitables. Moi, par exemple, la recherche en deep learning, c'est très joli, c'est très bien, mais j'ai plus l'impression que c'est des fois de l'assemblage en bloc qu'autre chose. Moi, je suis plutôt dans la recherche machine learning où là-dessus, on a une compréhension de fond de ce qui se passe, mathématiquement et du coup, il y a un bon contrôle de ce qu'on fait. Donc c'est intéressant de regarder les bonnes recherches, les bons sujets en IA qui sont où il y a un véritable besoin pour, en tout cas aller, vers des technologies, je pense, voilà, qui seront déployées, qui seront besoin et où il y aura de l'emploi aussi, où il y aura de la recherche de l'emploi. Ouais, je pense que vraiment il faut dire aux étudiants: «Allez là où il y a un besoin et foncez-y». Je sais que dans beaucoup d'écoles, il y a des juniors entreprises, voilà, où ils peuvent proposer des missions. N'hésitez pas aussi à prendre la main avec ça, à prendre la ouais, il faut être proactif dès qu'on est ingénieur, il faut être proactif. Pourquoi? Parce que, bah, les entreprises qui recrutent aujourd'hui, c'est pas juste, des ingénieurs qui sont, pleins de bonnes compétences, c'est aussi des jeunes ingénieurs qui ont plein de soft skills et qui sont capables d'être, voilà, d'être proactifs, d'être curieux, d'aller chercher l'information et voilà, d'avoir, eux-mêmes, j'ai envie de dire, les capacités à développer de nouvelles choses d'eux-mêmes. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut qu'ils soient proactifs à des projets, ça aide énormément, surtout quand on est jeune pour le recrutement et même pour soi-même. Et sur ce mot de la fin, on va repartir en off, mais merci beaucoup, Guillaume, pour le temps consacré. Rien, c'était avec plaisir, j'avais le temps pour. Voilà. Et si vous êtes sur YouTube maintenant, il y a un podcast qui s'affiche à l'écran, un podcast avec un autre invité exceptionnel. Dans tous les cas, un grand merci à vous, merci d'avoir écouté, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye bye.